Bonjour mesdames, messieurs, chers amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des économistes, l'émission ultra néo-turbo-libérale sauvage de Radio Courtoisie. Le thème de l'émission d'aujourd'hui sera comment faire de la France un paradis fiscal, sans point d'interrogation, hein, si on veut, voilà. Et donc, et pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec François Facchini, l'auteur de Quelle fiscalité pour demain. Alors François Facchini, enfin je vais vous présenter dans un instant, mais vous êtes professeur agrégé des universités en sciences économiques et donc voilà, vous venez de publier ce livre. Voilà, alors le sous-titre c'est Décrypter les enjeux des futures réformes. Alors je vais juste peut-être parler des actualités libérales. Il y a l'école du libéralisme qui aura lieu ce samedi 21 mars avec Gaëlle de Lemestre, agrégée et docteur en philosophie, directrice de recherche au CNRS, qui nous parlera des origines du fédéralisme. Alors tout ça se passe à Paris, avenue MacMahon. Et ensuite, nous aurons Jean-Philippe Delsol, avocat, docteur en droit, président de l'IREF, qui nous parlera de la subsidiarité inversée de l'Union européenne. Donc c'est samedi matin de 9h30 à 12h30 pour les deux conférences. Et pour vous y inscrire, il faut envoyer un courriel à contact@irefeurope.org. IREF Europe, ça s'écrit IREF Europe.org. Voilà, contact@irefeurope.org. C'est samedi 21 mars au matin. Voilà, on peut directement attaquer le sujet. François Facchini, alors je disais, professeur agrégé des universités en sciences économiques. Vous avez aussi déjà écrit un livre, L'économie autrichienne de A à Z avec Antoine Gentier en 2012. Et puis en 2021, Les dépenses publiques en France, également chez De Bock Supérieur, comme ce livre dont nous parlons aujourd'hui. J'ai oublié quelque chose. Alors, et puis alors des publications universitaires, enfin, comme s'il en pleuvait, évidemment. Mais alors, dites-moi un peu, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important dans votre parcours? Non, tout d'abord, je vous remercier de votre invitation. Je vous en prie. C'est l'occasion de discuter d'un sujet technique et aussi très moral et philosophique qui nécessairement intéresse tout le monde puisque nous payons tous nos impôts. Oui. Nous ne décidons pas C'est tous de la manière dont ceux-ci ouais, sont ventilés et collectés, disons. c'est vrai, mais c'est Mais en tout cas, oui. la caractéristique d'une décision collective qui n'est pas à l'unanimité. Il y a toujours des mécontents. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez oublié des choses? Non, je suis aussi un peu je suis spécialiste de finances publiques, donc la trilogie, c'est la dépense, la dette et l'impôt. La caractéristique de ce livre, contrairement à celui de dépenses publiques, c'est que c'est plutôt un essai. Enfin, c'est pas sous la forme d'un manuel. Le livre Oui, dépenses oui. publiques était plutôt un manuel pour mes étudiants. D'accord, oui, alors là, je pense que vos étudiants, ils trouveront quand même aussi leur bonheur, mais c'est vrai que c'est un ouvrage de vulgarisation. Enfin, il y a de temps en temps une équation qui nous explique comment les choses sont liées. Voilà, enfin, c'est des équations souvent très compréhensibles. C'est un livre que j'ai trouvé absolument passionnant. Alors, il est structuré en plusieurs chapitres. Alors, vous vous êtes intéressé, m'avez-vous dit, aux grandes dépenses, c'est-à-dire enfin, aux grands impôts. C'est-à-dire alors l'impôt, la TVA, hein, quel est votre premier chapitre. Ensuite, l'IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. L'IS, impôt sur les sociétés. L'impôt sur l'héritage et l'impôt sur la fortune immobilière. Ensuite, vous faites un chapitre sur le coût complet des fonds publics, c'est-à-dire tout ce que ça recouvre, le coût de collecte, le coût de la fraude, le coût de la lutte contre la fraude, etc. Enfin, toutes ces choses qui s'enchaînent. Et puis voilà, et puis sur l'efficacité, vous concluez, enfin avant votre conclusion générale, vous concluez sur l'efficacité de la baisse de la pression fiscale, qui est, alors peut-être on pourrait d'ailleurs alors moi j'ai trouvé ça passionnant pour une raison assez simple d'ailleurs, c'est que vous étudiez beaucoup les effets, les conséquences, les effets pervers, les incitations, les désincitations. À chaque fois vous parlez de, et c'est très intéressant parce que, alors on peut pas toujours d'ailleurs euh, chiffrer ces effets, mais alors vous les mentionnez quand même, donc on voit comme ça toute une chaîne de conséquences. C'est très complet, disons, de ce point de vue-là. Alors, comme vous avez aussi une grande érudition en matière fiscale et internationale, vous arrivez parfois à mettre en avant des études empiriques dans lesquelles on voit justement comment une variation dans un sens ou dans l'autre
peut avoir des incidences sur le reste de l'économie. Donc c'est très intéressant à ce titre-là. Alors évidemment, euh, on n'est jamais absolument certain de ses effets à partir du moment où on ne peut jamais faire des expériences toutes choses égales par ailleurs, voilà, scientifiques, etc. C'est en général en même temps qu'un impôt est changé, il y a des changements dans la société, je ne sais pas quoi, les téléphones mobiles qui apparaissent, Internet, etc., enfin, les réseaux sociaux, tout ce qu'on veut, enfin, énormément de... Donc il n'est pas toujours très simple, mais enfin, parfois il y a des grandes évidences qui se dégagent, et d'autant plus que justement vous listez ces effets possibles, hein. Vous pouvez peut-être nous donner des exemples d'ailleurs de ces effets, ou enfin, Alors, c'est vrai que bah, la science économique, elle est construite sur deux piliers. Il y a toute la partie théorique qui essaie de lister tous les effets potentiels d'une décision publique. oui, Et ici, d'une décision de lever un impôt, soit assis sur la dépense, soit assis sur le revenu, soit assis sur le capital. Et ensuite, bah, le travail d'évaluation commence. oui, Et c'est vrai qu'on propose des chiffres qui sont précis, bah oui, mais on a conscience que ce sont des ordres de grandeur, donc ils bien sûr. sont un peu inexacts, mais ça donne une idée malgré tout des coûts de l'impôt. Tout à fait. Et globalement, la théorie nous dit que quand vous levez un impôt sur le blé, par exemple, Ah oui, bah, le prix du blé va augmenter et ça va avoir un effet comme quand le prix d'un bien augmente, un effet sur la demande. tout à fait, Donc oui, en gros, l'impôt a tendance à détruire sa base. Là, la bien sûr. base, c'est le blé. Et les acheteurs de blé, disons, ça appauvrit Voilà, donc inévitablement ceux qui ne peuvent pas ça, faire autrement que d'acheter du blé. ça Voilà, impacte les bien sûr. consommateurs, Ouais, oui, évidemment, ça impacte les producteurs. Longtemps, les gouvernements ont imposé les biens qui étaient les moins élastiques, c'est-à-dire les biens pour lesquels on avait vraiment une nécessité, comme le sel. Voilà, oui, bien sûr, on ne oui, peut pas se passer du sel, donc le gouvernement oui. va taxer le Enfin, à sel l'époque, parce bon, en que tout cas, sa c'était base fiscale, voilà, à l'époque où c'était le nécessaire pour voilà, conserver les viandes, exactement. etc. Enfin voilà, oui, Voilà. oui, bien sûr, oui, 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 oui. Et Et donc, c'est cet effet de substitution qui intéresse beaucoup les économistes, oui, parce qu'une fois qu'on a dit ça, les gens sont rationnels, donc ils vont aller consommer du maïs. par exemple, oui, bien sûr, oui, Donc, oui, oui, ou une oui, oui. autre, et si on taxe le maïs, ils vont aller Vers l'orge ou consommer vers voilà, une autre céréale. bien sûr, oui. Et c'est ça qu'on essaie d'observer. Très intéressant. Alors, peut-être un petit mot justement, puisque on en parlera sans doute beaucoup dans cette émission, sur ces effets d'élasticité ou d'inélasticité, hein. C'est-à-dire quand, en ce moment, on a un bon exemple avec la hausse de l'essence, ou enfin en tout cas une forte variabilité, on va dire, des prix de l'essence à cause de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Et donc, bah, il y a des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler le matin, qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture électrique dès demain. Enfin, donc, évidemment, ces gens-là vont être obligés de consommer exactement autant d'essence que la semaine dernière, enfin, que les semaines précédentes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas toujours le facteur taxé qui paie l'impôt d'une certaine façon. C'est-à-dire que si ces gens-là sont obligés de dépenser plus d'argent en essence, bah, ils offriront moins de cadeaux à Noël ou alors à son anniversaire au petit, etc. Et finalement, c'est le petit qui aura des jouets en moins et qui paiera la hausse de l'essence. Voilà. Donc, et alors ça, c'est quelque chose qui est très très fréquent en économie, et particulièrement dans le domaine de la fiscalité, puisque la fiscalité n'est pas obligatoire, disons, enfin, en tout cas, on n'est pas obligé de taxer tel ou tel bien. C'est très intéressant de se poser la question de savoir qui est réellement taxé derrière une augmentation. Enfin, donc, Bah, c'est vrai oui. qu'on a François un Facchini. principe assez simple qui est le destinataire légal de l'impôt n'est pas nécessairement celui qui paie l'impôt. Oui, Donc c'est quelque chose qui est important quand on a en tête les effets redistributifs de l'impôt. En fait, on veut un impôt redistributif, on veut que ce soit une certaine catégorie de personnes qui paient. Et en fait, ces personnes qui sont les destinataires légaux de l'impôt vont essayer d'éviter l'impôt. Donc là, on parlait d'une taxe sur le blé. Bah, ils peuvent faire effectivement, normalement, c'est le consommateur qui est censé payer, mais si le producteur ne veut pas répercuter le prix, bah, ce sera le producteur. oui,
Si c'est le producteur, lui, il va essayer de voir s'il peut pas répercuter une partie de ses coûts supplémentaires, sur les salaires de ses salariés Voilà. ou, sur ses fournisseurs ou sur le contrat, de taux auprès de sa banque, donc ce sont des effets d'évitement en chaîne Oui, oui, et vous avez tout à fait raison, on c'est tellement complexe, oui. les interactions sont tellement grandes qu'on peut avoir une idée, approximative, mais on peut pas avoir une évaluation, complète de tous ces effets en chaîne, en fait. Oui, oui, bien sûr. Et alors, c'est très intéressant parce que vous dites, par exemple, quand on augmente l'impôt sur le revenu, bon, ben, il y a des gens qui vont augmenter leur quantité de travail pour viser le même revenu. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, vont diminuer leur consommation, voilà, en acceptant finalement cette hausse de la fiscalité. Puis, il y en a d'autres qui vont se dire, tiens, ben, dans ce cas-là, je vais plutôt faire partie de ceux qui profitent de l'impôt en allant travailler dans la fonction publique. Donc on voit quand même que ces choix sont, et puis enfin, et tout ça a encore des conséquences évidemment, mais c'est très très intéressant parce que c'est des effets auxquels on ne pense pas toujours. Et puis je vous dis, comme je le disais tout à l'heure, parfois ils sont en plus chiffrés, donc on arrive à, enfin, ou en tout cas il y a des évaluations qui sont faites, des estimations dans certains pays, etc. Donc ça c'est absolument très très intéressant. Alors je pense qu'il faut peut-être aussi expliquer quelque chose à nos auditeurs, même si j'en parle souvent dans cette émission, c'est l'effet l'affaire, hein, c'est-à-dire euh, cet effet, enfin, c'est une courbe, hein, c'est une courbe l'affaire. Alors c'est une idée d'ailleurs qui existe depuis fort longtemps, puisqu'on sait que les hauts taux tuent les totaux, hein, c'est les taux élevés donc tuent le total de ce que l'État perçoit. C'est une idée qui est très ancienne. D'ailleurs, Victor Fouquet était venu dans ce studio parler de son livre La pensée libérale de l'impôt, dans lequel on voit je dirais une quarantaine ou quelque chose comme ça d'auteurs et tous sont à peu près d'accord sur cette idée qu'il faut des taux d'impôt assez faibles sur une large assiette et que c'est ce qu'il y a de plus rentable pour l'État. Et donc la courbe de l'affaire date de quoi? 1974, je crois, ou Oui, 73, c'est les années oui, 70. au milieu des années 70. Et donc c'est une courbe qui met, alors enfin, désormais on l'a transposée, on la met dans l'autre sens, mais qui met en abscisse ce que le taux d'impôt, le taux d'imposition, et en ordonnée ce que ça rapporte à l'État. Donc ça fait une courbe en cloche, une espèce de courbe qui peut ressembler, enfin, une courbe en cloche, disons. Oui. Et donc ce qui est intéressant, c'est que pour un même montant d'impôt perçu, vous pouvez vous retrouver avec soit des impôts assez élevés, soit des impôts beaucoup plus bas, hein. C'est-à-dire, si vous êtes de l'autre côté de la courbe, sur la courbe descendante, c'est un petit peu la situation de la France d'ailleurs. C'est-à-dire que très probablement, euh, je pense d'ailleurs particulièrement à un impôt que l'État français a voulu lever il y a 2 ans, je crois, sur les énergéticiens. Il escomptait 4 milliards d'euros de recettes avec cet impôt et 300 millions seulement sont tombés dans sa poche, hein. Donc ça veut dire que, évidemment, il y a eu un effet d'évitement. Voilà. Et alors la courbe de l'affaire, grosso modo, c'est quand vous payez, enfin quand vous taxez 0%, bah, vous gagnez zéro, mais quand vous taxez 100%, vous gagnez aussi zéro, puisque évidemment les gens soit travaillent au noir, soit arrêtent de travailler, soit partent à l'étranger, soit fraudent. Enfin, je veux dire, toutes les situations existent, mais sauf évidemment se faire dépouiller de la totalité de son travail. Et donc voilà, entre ces deux extrêmes, où l'État perçoit zéro, il y a un maximum où l'État. Enfin, alors évidemment, le problème c'est qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas exactement où il se trouve, on sait qu'il existe théoriquement. Et puis le but n'est pas non plus que l'État soit le plus riche possible. L'objectif n'est pas d'être forcément au sommet de cette courbe. Dans le cas de la France, on se dit c'est dommage qu'on ne soit pas au sommet de la courbe parce que ça nous vaudrait une baisse des impôts. Donc les Français attendent avec impatience que les impôts baissent et que l'État soit plus riche parce que voilà, ça aurait un effet, par exemple, sur le désendettement, la baisse du coût de la dette, etc., etc. Donc c'est un petit peu ça. Est-ce que j'ai été complet Bah, sur la question de la courbe de les l'affaire? effets l'affaire, en François fait, Facchini. c'est la somme de tous les effets de distorsion de l'impôt. Oui, Donc, on parlait de l'effet substitution. Effectivement, si on taxe notre blé à 100%, les producteurs n'auront plus de consommateurs. Il n'y aura pas d'intérêt à produire ce bien.
Et alors pour les effets revenus et les effets substitution pour l'impôt sur le revenu, c'est vrai qu'il y a une discussion chez les économistes pour savoir empiriquement, est-ce que c'est l'effet revenu qui l'emporte ou l'effet substitution? Donc est-ce Oui, que quand on est face à l'impôt sur le revenu, on travaille plus pour payer nos impôts? bah oui, Ou est-ce qu'on préfère travailler moins au sens travailler moins sur le marché et oui. travailler plus chez Domestiquement, soi? voilà, c'est ça, oui. Donc, on dit on préfère faire que faire faire. C'est-à-dire bricoler, jardiner, cuisiner, Voilà, enfin des activités exactement. qui nous enrichissent finalement, mais Voilà. sans passer Donc, par un échange marchand. donc il y a ce Oui, débat. ah oui, L'apport aujourd'hui des travaux sur l'effet l'affaire, c'est qu'on intègre la dépense publique. C'est-à-dire, pour faire ce calcul, le contribuable intègre le montant des services qu'il reçoit. oui, D'où cette idée que ça n'est pas forcément un arbitrage effet substitution, effet revenu. C'est un arbitrage qui tient compte de ce que vous recevez. oui. Donc imaginez que vous ne receviez rien du gouvernement parce que l'intégralité des dépenses soit sous condition de ressources. Oui, oui. Là, votre effet Je crois que c'est revenu, ma situation. Oui, votre pardon. effet substitution va être très fort. D'accord. Euh, mais quoi qu'il arrive, nous avons tous intérêt à travailler moins et à déclarer moins parce que la dépense publique, le service public est le prix fiscal. Oui. Et donc, si on veut bénéficier des services publics moins chers, il faut payer moins de revenus, moins d'impôts. Moins d'impôt, oui. Oui, oui. Et donc, c'est un effet qui rappelle que l'effet l'affaire dépend aussi de l'affectation de l'impôt Oui, oui. et donc des effets d'inactivité que peut provoquer la dépense. C'est-à-dire, si on vous propose gratuitement un bien public, vous n'avez plus à l'acheter sur le marché, vous n'avez plus à dégager des revenus pour le L'obtenir, consommer. bien sûr, oui. Et donc, vous allez avoir moins d'incitation à produire des richesses. Et parce que la courbe de l'affaire, elle peut être calculée sur le montant des recettes. Donc, c'est ce que Oui. vous avez expliqué, c'est les deux taux. Pour un même taux, pour deux taux différents, dans des montants de recettes différents. Mais elle est aussi calculée en matière de production. On peut avoir les Donc, mêmes on, recettes, vous voulez donc on dire. Oui, s'attend oui. à un effet Oui, non linéaire entre bien entre sûr. l'impôt et la production. Et c'est un peu ça l'idée, c'est que l'impôt, au-delà d'un certain seuil, a tendance à désinciter à la production. Et maintenant, ce qu'on ajoute, c'est qu'il désincite d'autant plus à la production que les services publics sont élevés. C'est-à-dire Oui. qu'il n'y a plus besoin de dégager des revenus pour consommer un certain nombre de biens. Oui, c'est-à-dire beaucoup de choses sont offertes, je sais pas quoi, la bibliothèque municipale, et cetera, et si en plus on touche un RSA ou quelque chose, voilà, on n'a plus enfin, la motivation, pour travailler Bah, est l'exemple de la un petit peu bibliothèque faible. est très bien Oui, parce que soit vous achetez un livre, soit vous l'empruntez. voilà, tout à fait et donc alors vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, l'émission s'intitule Libre Journal des économistes, nous parlons aujourd'hui le thème de l'émission du jour est: «Comment, faire de la France un paradis fiscal?» et nous parlons du livre «Quelle fiscalité pour demain?» de François Facchini, avec François Facchini et avec Erwan Keinec. Erwan Keinec, alors que nos auditeurs connaissent bien, François Facchini, je vous avais déjà eu une fois pour parler c'était quoi sur les retraites, quels seraient les perdants d'une privatisation des retraites. Et Erwan Keinec, je ne sais pas combien de fois vous êtes venu dans cette émission, et c'est toujours un bonheur d'ailleurs. Merci. Pas tant de fois, deux ou trois, je crois. Oh, Mais, bon, d'accord, seulement. ouais. Alors, je vais quand même rappeler que vous êtes docteur en sciences de gestion et maître de conférences des universités. Vos recherches portent sur l'économie, sur l'administration des organisations sans but lucratif et des organisations médico-sociales, administration d'ailleurs des entreprises ou des organisations que vous persistez à appeler management, quitte à déplaire à nos auditeurs. Mhm. Mais pour de bonnes raisons, que vous nous avez expliquées, mais enfin bref. Euh, voilà. Et puis, voilà, donc vous avez voilà, un grand intérêt pour les entreprises, agent de progrès des sociétés humaines. Vous êtes passionné jeune pour l'économie, vous avez travaillé à Médecins sans frontières. Vous avez été gestionnaire pratique au Mozambique, puis cadre à Paris. Voilà, vous vous intéressez aussi à l'économie des EHPAD. Voilà, et
vous avez écrit Écologie, la nature a besoin d'entrepreneurs avec Jean-Pierre Chamou et Max Falk. Et puis les organisations non gouvernementales et le management avec Jacques Ygallens en 2004. Voilà. Oui. Alors j'ai adoré une des citations qu'il y a en exergue d'un chapitre de votre livre, François Facchini, qui est de Guyot, et qui est: un gouvernement ayant à sa tête des socialistes mettrait la main sur les gens riches et croirait, en les ruinant, enrichir le pays. Voilà. Donc, et qui pose bien les termes du problème. Hein. Oui, alors, comment, pour continuer un petit peu sur ces effets, vous expliquez aussi que, par exemple, l'impôt sur les dividendes est souvent payé par les salariés, enfin, des choses comme ça. Erwan Canek, des réactions peut-être sur ce que nous venons de dire, puisque Non, vous n'avez pas encore parlé ou à je peine. pensais à la phrase mise en exergue dans l'ouvrage de François Facchini et qui rappelle la formule de Margaret Thatcher: le problème avec le socialisme, c'est qu'on vient toujours à manquer de l'argent des autres. Voilà. Et ça rejoint effectivement complètement ça. C'est un impôt dont le taux n'est plus limité ou n'a pas de limite légale ou institutionnelle. C'est une collectivisation rampante de l'économie. Lorsqu'on redistribue une masse, c'est ce dont vous venez de parler, une masse absolument considérable de revenus, effectivement l'incitation à produire, à travailler et donc à s'approprier baisse. Et à ce moment-là, vient effectivement un moment où on vient à manquer de l'argent des autres, c'est-à-dire de l'argent, de la richesse qui est produite par les sociétés, par le travail, à des fins d'appropriation. Ce qu'on oublie toujours avec la redistribution dont on vante les aspects humanistes, solidaires, etc., c'est la face cachée, évidemment, du revenu qui réside en le travail, en l'effort, en la responsabilité. Et tout ça, c'est découragé si c'est pénalisé sous forme d'impôt croissant. Le problème de la progressivité de l'impôt sur le revenu, il est là. C'est un impôt anti-économique. On peut considérer que plus vous travaillez, plus vous êtes fatigué de travailler. Bien sûr. C'est la justification des 35 heures, c'est qu'effectivement, 35 heures, c'est moins pénible que de travailler 45. Bien. Mais si plus vous travaillez, normalement, plus vous travaillez, plus vous gagnez d'argent, plus l'État vous en prélève au nom de la progressivité de l'impôt sur le revenu, la dissuasion De toute façon, il vous en prend. de ce travail Ouais. supplémentaire est totale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy avait défiscalisé les heures supplémentaires. Ah oui, Et ça fait partie de ces rustines tout à fait. Ouais. politique et fiscale qui essaie de limiter l'effet d'une mesure qui est, comme disait, c'est le terme qu'employait François Facchini, distorsive, c'est-à-dire à des effets pervers considérables, mais invisibles. Ça revient à Frédéric Bastiat, l'économie, c'est ce qu'on ne voit pas. Bien sûr, oui, enfin, Voilà. il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et Oui, tout à fait. voilà, et justement, c'est tout ce qu'on ne voit pas qui ressort bien dans le livre de François Facchini. Alors comment faire de la France un paradis fiscal? Il y a quelques pistes dans votre, enfin de très nombreuses pistes d'ailleurs dans votre dans votre ouvrage. Mais le problème, c'est que nous avons quand même 3500 milliards d'euros de dette. Et en préparant cette émission, je me suis rendu compte que j'ai regardé une de mes feuilles de préparatoire d'une autre émission, d'une émission du 21 avril 21. Donc c'était il y a 5 ans presque exactement. Et à l'époque, la France avait 2540 milliards de dettes avouées. Ce qui veut dire que là, on a quand même franchi un stade. Ça m'a un peu effrayé, puisque Nicolas Sarkozy nous avait mis sur une voie, disons une autoroute de 600 milliards le quinquennat, qui a été prolongée avec Hollande. Que Macron 1 a prolongé aussi en l'augmentant un petit peu, je crois que c'était 650 ou 700 milliards de dépenses. Et là, en quinquennat glissant, disons, puisque je prends comme base 21-26, on est à 1000 milliards. Mais c'est monstrueux, c'est délirant. Ça y est, on a crevé tous les plafonds, là, je veux dire. Enfin, et donc, la solution, elle est peut-être dans la courbe de l'affaire dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que, et alors c'est ça qui est très intéressant, je crois, c'est qu'on est arrivé dans une situation qui est tellement dramatique et qu'il faut absolument augmenter le plus vite possible les revenus de l'État. Et le seul moyen de les augmenter, c'est de baisser les impôts.
Et alors, il faut baisser les impôts, mais alors du coup, il faut baisser drastiquement la dépense publique, quoi. C'est ça la grande conclusion, l'évidence d'ailleurs. Enfin, mais et alors ça, on n'y arrive pas. Alors, vous en parlez un petit peu de la dépense publique. Enfin, vous en parlez même souvent beaucoup. J'ai d'ailleurs été étonné. Il manque peut-être quelque chose sur ce sujet, c'est la subsidiarité. Alors, vous en parlez peut-être en parlant des petits États. Vous dites que les petits États sont moins gourmands que les gros États, mais c'est vrai aussi des petites provinces et des, et des petites communes. C'est-à-dire que je crois qu'un bon moyen aussi de baisser la dépense publique, hein, c'est cette idée selon laquelle les impôts collectés ici doivent être dépensés par les élus d'ici, contrôlés par les gens d'ici, et ils doivent être dépensés ici. Enfin, je veux dire, et si ces conditions sont réunies, c'est déjà une bonne base pour faire baisser la dépense publique. C'est pas la direction que prend la France, mais enfin, je ne sais pas ce que François Facchini ou Erwan Canet. Alors, il y a deux choses. C'est que, effectivement, on peut essayer de vouloir baisser le taux. Ça, c'est là pour favoriser la production et avoir des recettes, une base fiscale plus large et donc pour un même taux avoir un niveau de recettes plus élevé. Oui. Et on peut aussi, à taux constant, modifier la structure de l'impôt. Et c'est pour ça que je prends le temps de décrire les différents impôts, ce que les économistes en ont dit, parce qu'il y a des impôts qui sont moins distorsifs que d'autres. Et Erwan Keinec parlait de l'impôt sur le revenu progressif, c'est un impôt extrêmement distorsif. Oui. Probablement parce que ce n'est pas un impôt qui est justifié par l'efficience. C'est un impôt qui est justifié par la redistribution. Et la punition même. Il est justifié par l'idée que la justice, une société juste est une société où chacun a une part égale, où chacun a une chance égale. Les deux se rejoignant en fait. Donc, une petite subtilité. C'est une certaine vision de la justice. Bien sûr. Bien sûr, oui. Enfin, c'est la justice sociale, disons, telle qu'on en parle, qui s'oppose un petit peu à la justice telle que nous l'entendons habituellement. La justice consistant à donner à Paul ce qui est à Paul et à Pierre ce qui est à Pierre. La justice sociale consistant à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, c'est deux choses qui sont presque contradictoires d'ailleurs. Mais enfin, je vous laisse continuer. Il y a un idéal égalitariste dans l'impôt progressif que je voulais souligner. Et c'est vrai qu'un des objectifs du livre, c'est de sortir de cette, logique, enfin au moins de discuter une logique alternative à cette idée. Et ce que vous avez rappelé, qu'une société juste peut être aussi une société où chacun a selon ses œuvres. Et il y aurait d'autres principes, mais en tout cas, celui-là, il se dresse de façon assez convaincante face au principe à chacun une part égale. Pour réagir d'ailleurs à ce que disait Erwan Canek, même un impôt proportionnel, hein, c'est-à-dire prendre tout le monde, je ne sais pas combien, 30%, etc., fait contribuer beaucoup plus les gens riches que les gens pauvres. Enfin, évidemment, un smicard ne peut pas payer autant. S'il paye 30%, il paiera 2 fois moins que celui qui gagne un double SMIC, 3 fois moins que celui qui gagne un triple SMIC, et ainsi de suite. Donc il y a déjà cet effet. Et d'ailleurs, on peut, alors vous en parlez d'ailleurs dans le livre, de l'impôt de capitation ou de l'impôt forfaitaire, c'est-à-dire le fait de dire, bon ben voilà, puisque tout le monde profite autant ou potentiellement autant de la police, de la justice, de l'armée pour maintenir aux fonctions régaliennes, il n'y a pas de raison que chacun ne paie pas 1234,70 €. Enfin, je veux dire, voilà la somme précise de ce que coûteraient ces services. Sinon, évidemment, que ça pose immédiatement un problème à celui qui ne gagne pas assez pour pouvoir payer cette... parce que si c'est 1234,70 €, ça va, mais si c'est 26 000 € ou 40 000 €, enfin disons, ça devient plus difficile. Et donc ça, ce serait exactement finalement comme dans une association. Les membres, peut-être pas les membres d'honneur ou les membres qui ont des titres comme ça, mais les membres d'une association de joueurs de pétanque, voilà, ils paient chacun la cotisation nécessaire au fonctionnement de leur boulodrome. Et on ne se pose pas la question de savoir combien gagne chacun, etc. Enfin, c'est une somme fixe, un petit peu comme quand on achète au supermarché, on a un produit, on a un prix fixe, etc.
Alors, dans les C'est pour ça qu'il associations, on le sait, il y a des. Et Erwan Keinec pourra en parler, c'est sa oui, spécialité. On a des grands donneurs. Donc, il y a parfois des personnes qui estiment qu'ils ont suffisamment de moyens pour aider quelqu'un à rentrer dans l'association, aider quelqu'un à accéder aux installations de l'association. Donc, ça aussi, c'est une idée importante, c'est que la générosité, elle existe, le sens de la coopération, il existe, la sympathie smithienne, elle est généralisée, et c'est vrai qu'un système fiscal trop égalitariste qui aurait tendance à conduire chacun d'entre nous à se dire c'est au gouvernement de s'occuper de la générosité. C'est-à-dire j'ai oui, suffisamment bien sûr, contribué. bien sûr. Et donc, et on le voit sur les débats sur l'héritage, où finalement on est un peu obligé de taxer le don, parce que si on incite les gens à donner durant leur vie pour éviter l'impôt sur les successions, Oui, ben, le gouvernement se dit, bah, faut quand même que je taxe les dons, parce que oui, c'est ce ça. que C'est-à-dire j'ai que, perdu d'un côté, je dois le gagner de l'autre. Et c'est bien une taxe sur la générosité bien sûr, de bien sûr. chacun d'entre nous. Bah, je crois que si je vous donnais, quelle que soit la somme d'ailleurs, enfin, si je vous donnais 1 000 euros, je serais taxé à 50% normalement. C'est-à-dire, c'est la taxe officielle en France. C'est quand vous donnez à un ami, à votre, enfin, peut-être pas, enfin, entre parents, il y a entre parents et enfants, il y a des règles qui s'appliquent tous les 15 ans, on peut donner telle somme, etc. Précisément, il faut rester dans ces clous-là pour ne pas être taxé. Et sinon, le fait de donner à quiconque une somme d'argent, normalement, donne lieu au paiement d'un impôt de 50% sur la somme versée. Donc si on veut donner une somme donnée, il faut la doubler, disons, pour réussir à la transmettre, quoi. Et pour revenir à la question initiale, Oui, donc effectivement, on peut jouer sur la structure, d'où l'idée de déplacer la charge de l'impôt sur la dépense, donc type TVA, parce que ce sont des impôts, si ils ont une large assiette et ils sont à taux unique, ils vont avoir un rendement meilleur que les impôts sur le revenu, évidemment, s'ils sont progressifs. Et j'ajouterais peut-être un argument à celui qui a été avancé. C'est un argument de Frédéric Hayek dans La Constitution de la liberté, qui indique, et qui est un argument assez ancien, que l'impôt progressif a tendance à limiter les comportements risqués et innovateurs. oui, Parce que quand vous êtes un innovateur, vous allez gagner beaucoup, mais après 10 ans de recherche, 10 ans de travail acharné, 10 ans bien sûr, oui, 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 oui. d'activité, et donc si vous êtes taxé avec un taux très important, Ah oui, eh bien les innovateurs vont être beaucoup plus taxés alors qu'ils n'ont pas gagné plus bien sûr. que ceux qui n'ont pas pris de risque. C'est vrai aussi de Kylian Mbappé, disons, qui a sans doute consenti énormément d'efforts sportifs, se lève tous les matins pour courir, etc., etc. Donc il gagne énormément d'argent pendant quelques années. La progressivité l'assassine, on va dire. Et puis ensuite, peut-être que son corps usé ne lui permettra pas, peut-être qu'il n'aura pas les talents, peut-être de devenir, de faire un revirement de carrière en devenant commentateur de match, etc. Et à ce moment-là, ben, il aura proportionnellement payé beaucoup plus que les autres. Voilà, c'est un innovateur dans son genre d'ailleurs, sans doute. Ah oui, ce Euh, sont, ce sont les grands leaders sportifs qui génèrent énormément de profits pour des tas de secteurs, c'est ça, d'équipementiers, la télévision, voilà, les etc., médias. etc., voilà. Donc il y a la structure, Ouais, oui, mais il y a aussi la structure des dépenses. ouais, oui, Et c'est vrai que j'en traite un peu moins, mais je le note quand même dans le livre. On peut avoir des dépenses qui sont moins, qui sont, qui ont des effets d'inactivité moins importantes que d'autres. oui, oui, Donc toutes les dépenses de transfert, par exemple, sont plutôt des dépenses qui provoquent des effets d'inactivité plus grands, puisque, par exemple, si on vous donne un logement gratuitement, bah oui, voilà, c'est alors que vous avez des dépenses d'investissement, des dépenses militaires. Les dépenses militaires sont souvent des dépenses plutôt productives. Donc là aussi, on comprend que quand on finance un impôt, quand on lève un impôt pour financer une dépense productive, ça n'a pas un impact négatif sur la croissance. Du moins, ça a un impact moins grand, puisque oui, le coût de l'impôt est compensé par les bénéfices de la dépense.
En revanche, si vous avez une dépense qui est improductive, donc qui a des forts effets d'inactivité, des trappes à pauvreté, des trappes à chômage, Oui. là, ça va provoquer le coût social de l'impôt va s'ajouter Oui. au coût social de la dépense. Et donc, on aura un niveau de production qui sera bien inférieur à celui qui potentiellement on aurait pu avoir Oui. si on avait une structure fiscale de qualité et une composition de la dépense performante. Tout à fait. Alors, je vais peut-être lire un petit passage de votre livre. Vous écrivez, donc, je vous cite, lorsqu'un gouvernement s'arroge le monopole de l'éducation, par exemple, et finance ce bien par l'impôt, il supprime l'information de prix. Plus personne ne sait ce que les familles sont prêtes à payer pour que leurs enfants aillent à l'école. Plus personne ne connaît non plus le salaire que les professeurs doivent recevoir pour former un enfant ou un étudiant. Dans une relation de marché, les professeurs sont payés en fonction de la disposition à payer des familles. S'ils peuvent gagner plus à produire du pain, ils refusent d'enseigner. Tous les prix sont en ce sens interconnectés. Lorsque l'éducation est financée par l'impôt, tous ces signaux disparaissent. Les professeurs deviennent des fonctionnaires et reçoivent une rémunération politique, autrement dit un traitement fixé lors de séances au Parlement, qui est totalement déconnecté de ce que les familles auraient payé pour que leurs enfants soient formés. Cette rémunération publique peut être jugée suffisante ou insuffisante et réorienter le capital humain des professeurs. Certains vont quitter l'enseignement, d'autres s'y investir. En privant les acteurs économiques de l'information prise sur l'éducation, le gouvernement modifie toute la hiérarchie des prix relatifs, tous les contrats de marché et la manière dont les individus constituent et affectent leur capital, ici leur capital humain. C'est très très intéressant de pointer toutes ces ignorances finalement qui découlent de la façon dont la dépense publique est affectée. Disons, voilà, on décide que l'éducation n'est pas est ainsi quelque chose qui est hors marché. Ça se justifie pour plein de raisons morales, éthiques, enfin je veux dire, l'égalité des chances dont vous parliez tout à l'heure, il y a beaucoup de justifications qui peuvent être données, mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de rester parfaitement conscient de tous de tous les troubles, toutes les désincitations ou incitations positives, négatives, disons, tous les effets pervers que va avoir cette dépense publique. Oui, c'est un François exemple que Facchini. je prends souvent parce que je suis professeur, Oui. donc je sais que mes étudiants, je ne connais pas le prix qu'ils sont prêts à payer pour suivre mon cours. Oui. Je sais aussi que leurs parents ne connaissent pas je ne connais pas le prix que leurs parents sont prêts à payer pour qu'ils suivent la formation dans mon université. Et ça, c'est l'information essentielle, c'est la Oui. disposition à payer, puisque la disposition à payer de chacun, en fait, traduit la valeur que l'on attribue, l'utilité que l'on attribue au bien que l'on achète. Et se priver de cette information conduit finalement à une sorte d'arbitraire des traitements dont nous disposons. Et ça crée une forme de ce qu'on appelle une discoordination entre l'offre et la demande, parce que on peut avoir donc des étudiants qui sont en cours, qui sont inscrits à l'université, souvent en première année, et qui ne sont pas présents. Oui. Parce qu'en fait, Parce que c'est gratuit. c'est quasi gratuit, donc Quasi gratuit, on a ouais. un taux d'absentéisme qui est fort. Oui. Et tout ça, ce sont les effets d'un financement par l'impôt qui crée une gratuité apparente. Parce qu'évidemment, chaque étudiant a un budget et est affecté, on lui donne environ, on dit souvent 10 000 euros par étudiant. Oui. Mais ça, personne ne le sait, puisque le financement par l'impôt cache une partie des coûts. C'est ce qu'on Bien sûr. appelle aussi l'illusion fiscale. Oui. Donc le fait est qu'on ne connaît mal en fait le prix fiscal des services publics. Et ça conduit à mal les utiliser. Ça peut créer deux types de gaspillage. Donc souvent, peut-être que le service public va être plus cher qu'un service privé, mis en Oui. concurrence, et c'est normal parce que c'est un monopole. Oui, c'est ça, oui. Donc situation de Oui, monopole. bien sûr. Donc souvent, nous, les contribuables, on achète des services qui sont plus chers Oui, oui. parce que c'est produit en monopole. Ou même si c'est pas un monopole d'ailleurs, parce que par exemple le Oui, placement oui, NPE, oui. voilà, il est gratuit, c'est Non, mais pas un monopole, on ne sait pas combien il coûte et ouais. finalement il est peut-être beaucoup moins efficace que les services C'est privés. une des Oui, causes. oui, 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 bien Mais sûr, oui. après, il Oui, y a aussi les phénomènes d'opportunisme dans les organisations. Enfin, on oui. pourrait Non, non, bien sûr, oui, multiplier. pardon. Et j'en parle à la fin Bien sûr.
mais ça, c'est plutôt l'étude des dépenses publiques, mais ce qu'on appelle l'inefficience X, et j'en parle à la Oui, fin. Et l'autre forme de gaspillage, c'est que on en mange une partie, on en consomme une partie, mais on en jette une grande partie. Parce que de toute façon, c'est comme un buffet gratuit, on consomme plus que ce qu'on aurait consommé si on avait dû payer chaque service. évidemment. Et ça a un effet, donc c'est un mauvais usage de nos ressources rares et ça a un prix fiscal. Ouais, Et oui, donc, dans le montant de nos prélèvements, la contrepartie, il y a une partie qui est gaspillée. d'accord. Et on dit souvent qu'on ne peut pas gaspiller l'effort de chacun. Ouais, oui, Parce que gaspiller l'argent public, c'est immoral bien en ce sûr. sens, puisque c'est voilà, Oui, c'est la sueur c'est la sueur de de ceux qui chacun travaillent, bien sûr, ouais, qui est mise à mal. bien sûr. Donc il y a une dimension à nouveau morale dans cette discussion. Un auditeur nous dit le juge Van Rymbeck a dit que la France a 8600 milliards dans les paradis fiscaux. Ceci a été repris dans la presse, ça mériterait des recherches. Alors, 8600 milliards, c'est une somme. Euh, mais alors, enfin, ça illustre tout. Vous parlez de ça dans votre livre. Je ne sais pas si vous donnez les mêmes sommes. Je ne crois pas, mais enfin, peu importe. Alors, Mais en tout ça cas, varie oui, beaucoup oui, et l'auditeur comprendra que c'est très difficile d'évaluer ces sommes puisque par construction, elles sont cachées. Donc, il y a une très grande oui, opacité dans dans ces oui, sommes. Mais je liste un certain nombre d'études. Il y avait eu le rapport du président Nicolas Dupont-Aignan avec un sénateur communiste a fait une étude. Nos collègues de l'Institut de politique publique en ont fait. bah oui. Et j'entends cette solution qui serait de rapatrier l'argent perdu dans les paradis fiscaux. Mais le peut-on? Alors, il y a une question de potentiel. Est-ce que c'est possible? Probablement qu'on peut augmenter le montant des contrôles. Oui, oui, Euh, En économie du crime, on dira qu'il ne faut pas non plus que le coût du contrôle soit supérieur aux bénéfices de recettes fiscales que l'on récupère. oui, C'est-à-dire si c'est extrêmement coûteux, il faut mettre des armées d'inspecteurs pour récupérer des recettes qui sont inférieures au coût du contrôle, ça n'a pas de sens. ça n'a Mais pas de sens, après, sinon moral. C'est-à-dire après voilà, que il y a une certaines personnes dimension peuvent penser que. qui est Oui, le droit de sécession. oui, C'est-à-dire qu'il y a tout un discours, et on l'a vu autour des débats sur la taxe Zuckman, et mes collègues Piketty, Zuckman sont un peu partis sur cette voie de dire il faudrait interdire le droit de sécession. Autrement dit, interdire le fait que quand on n'est pas d'accord avec une décision de politique publique, on ne peut même pas migrer dans un autre pays. Il faut absolument payer ce qui nous a été demandé. Alors que on peut très bien être sous l'effet d'une décision qui est au regard de ses valeurs totalement immorale, et il y a une sorte de justice à pouvoir vivre dans un pays qui correspond à nos préférences politiques. C'est un principe quand même qui s'entend. oui, oui. Une réaction, Erwan? Oui, oui, Erwan oui, Canek, pardon. c'est sur ce sujet-là. Alors, c'est un peu la course à l'échalote, c'est une fuite en avant dans une tentative de trouver des trésors fiscaux cachés, la Oui, caverne d'Ali Baba, dans laquelle on va puiser pour tenter de combler le puits sans fond d'une dynamique qui est de toute façon insoutenable, oui, qui est que les déficits s'accumulent parce que les dépenses publiques progressent plus vite que les recettes fiscales, qui sont elles-mêmes assises sur un tissu productif qui s'anémie. Et donc, on va maintenant imaginer qu'effectivement, on peut aller chercher de l'argent dans des paradis fiscaux qui sont d'ailleurs définis de manière assez vague. L'argent en question, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agirait d'aller chercher de l'argent dans des États souverains. Alors, on voit bien qu'il y a d'ailleurs même à l'échelle internationale des choses de cette nature, telles que la mesure pilier 2 qui vise à uniformiser le taux d'impôt sur les sociétés à l'échelle mondiale à 15%. Donc une sorte de réaction globale
à l'évasion fiscale. Mais il est tout à fait douteux que tout ça constitue une solution prosaïque à nos problèmes structurels de finances publiques. Et puis, ça crée évidemment, comme tout ce qui est fuite en avant dans l'impôt, ça crée un problème de liberté individuelle. Et François Facchini l'a dit, il y a une théorie qui dit les citoyens, les gens, les individus ont deux manières de réagir à leur environnement. C'est, alors, je vais le dire en français, la sortie et la voix, la sortie et la parole. Et donc, l'économie de marché, ce qui est bien, c'est que c'est une économie de sortie. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas content, c'est une économie de dissidence, c'est une économie qui vous permet de voter avec vos pieds. Oui. Vous n'êtes pas content des services qui vous sont rendus, vous allez voir ailleurs. Vous allez voir un concurrent. C'est ce qu'on appelle la sortie, je traduis un peu maladroitement le terme anglais originel. Et puis, quand vous êtes captif d'un système, vous avez la voix, c'est l'urne. C'est la démocratie. Mais la voix est toujours moins efficace que la sortie, parce que la sortie, vous êtes totalement souverain dans votre décision de faire autre chose. La voix, elle est mélangée à d'autres, et ceux qui parlent plus fort auront toujours raison contre vous. Et donc, il s'agirait d'empêcher la sortie des contribuables dans un monde par ailleurs ouvert, internationalisé, qui reconnaît tout de même un certain nombre de libertés fondamentales, donc qui empêcherait la sécession patrimoniale, et pour privilégier la voix par les urnes dans des systèmes qui de toute façon sont politiquement, on le voit, bloqués. Donc je ne vois aucun mérite et aucune voie de salut dans cette espèce de fuite en avant dans la prédation fiscale, car au bout d'un moment, il faut bien parler de prédation fiscale. Bien sûr, oui. Et j'emploie le terme à dessein, je finis là-dessus. L'impôt a deux grandes vocations. Le financement des services publics, il est légitime dans cette vocation-là, pour le dire de manière très, très, très générale. Et puis la redistribution. Et la redistribution, c'est une forme de transfert, au fond, à la politique de ce que la morale assumait avant que le pouvoir ne se charge de redistribuer à tout va. Or, il y a toujours des motifs de redistribution. Il y a toujours des motifs de construction d'un monde meilleur. Et le socialisme, qui est indissociable de l'étatisme, se paie toujours de ces mots-là. Et le socialisme va donc promouvoir l'éducation, la culture, l'environnement, la redistribution, la justice, tous les jolis mots dont le débat public se parle. Et il y avait un chancelier libéral qui l'a très bien vu, c'est le chancelier Gladstone, au XIXe siècle en Angleterre, juste à l'époque où l'Angleterre victorienne était encore libérale, et qui parlait de l'impôt sur le revenu en ces termes. Il disait, lorsque on met le doigt dans l'impôt sur le revenu, il n'y a plus de bornes qui permettent de guider vos pas. Il n'y a plus de limites. Ah oui. C'est pourquoi les socialistes du continent ont toujours privilégié cette doctrine. Eh ben, tout est dit, parce que la fuite en avant dans l'impôt est une sorte d'arme de destruction massive donnée au socialisme, et notamment au socialisme du continent. On cible le socialisme allemand avec un certain nombre de conséquences dont l'histoire rend compte. Et c'est donc un sujet au-delà, évidemment, des problèmes économiques dont on est en train de débattre, qui est un sujet civilisationnel et dont il ne faut pas mésestimer les aspects. Nous rendons l'antenne pour laisser la place à un message de Radio Courtoisie et nous vous retrouvons dans quelques instants. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, culture, histoire, littérature, religion, politique. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube. Radio Courtoisie est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Aidez-nous à faire entendre votre voix sur soutenir.rc.fr. Retour en studio avec François Facchini et Erwan Keinec, universitaires de renom, et nous parlons de comment faire de la France un paradis fiscal. Ça va être assez, il va falloir recoller au sujet là, messieurs. Et donc, pour continuer quand même, c'est le cas des États-Unis. Les États-Unis ont cette caractéristique que leurs citoyens doivent payer l'impôt. Alors, sur la base de ce qu'ils paieraient aux États-Unis, et si évidemment ils sont dans un pays où l'impôt qui leur est demandé est plus important que ce que les États-Unis leur auraient demandé, ils ne doivent rien. Mais s'ils sont dans un pays qui taxe moins que les États-Unis, ils doivent payer la différence. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Ils ont quand même le droit, je crois, de changer de nationalité et donc de s'expatrier fiscalement et de se
faire naturaliser, disons, dans un pays moins gourmand. En revanche, où qu'il soit dans le monde, alors c'est quelque chose qui fait rêver un petit peu les Français, où qu'il soit dans le monde. Alors la différence, évidemment, c'est que il y a peu de pays dans le monde qui sont moins taxés où on est moins imposé qu'en France. Donc évidemment, contrairement aux citoyens américains qui en général sont plus imposés à l'extérieur qu'ils ne le seraient aux États-Unis, nous, ce serait terrible. Évidemment, tous les Français qui partiraient se verraient taxés une deuxième fois. Alors, si je peux réagir à Oui, bien cela, François Faquier. vous m'avez reproché de ne pas avoir parlé de subsidiarité. Oui, peut-être, oui, oui. Enfin, Bah, c'était pas un reproche. les, C'est juste que. les sujets sont liés, Oui, oui, notamment par la concurrence fiscale. oui, Si ces citoyens souhaitent se délocaliser, quitter leur pays, c'est probablement que la contrepartie de l'impôt payé ne compense pas son niveau. oui, oui, Donc, c'est pas simplement que ce sont des fraudeurs. Ce oui, sont aussi des personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont des préférences politiques qu'il faut respecter. Et dans ces préférences politiques, il y a le panier service public impôt. bien sûr. Et si le service public ne permet pas de compenser par des gains de productivité, si ce sont des entrepreneurs ou des services pour leur famille, le montant de l'impôt qu'ils paient, bah, ils partent. Bien sûr, Et oui, c'est oui, un oui, oui. indicateur Oui, très c'est important ça, pour le gouvernement bien sûr. de savoir, c'est un peu comme la migration. Hein. La migration, en général, les migrants vont dans les pays libéraux. Oui, oui, Les migrants vont dans les pays où les inégalités sont fortes. Pourquoi? Parce qu'ils vont dans les pays où les opportunités de gains sont élevées. oui, oui. Et donc, on parlait d'affectation des talents. Les pays les moins libéraux sont aussi les pays où il y a le plus de départs. Bien sûr, bah oui. Alors ils vont aussi vers des pays en Euh, croissance. Ils vont Et dans des... Alors, mais des les pays deux en choses sont croissance, liées des parce que pays prospères, disons. les Oui. pays qui respectent le plus la liberté économique Souvent, sont généralement les pays les plus prospères. c'est ça. Et donc, ce sont les pays qui vont attirer les personnes qui ont le sens du risque, le sens de l'innovation. euh, et tout ça doit être pris en compte par un gouvernement, par un peuple qui doit prendre en compte le fait qu'une partie de ses talents décide de quitter le pays. Donc, ce n'est pas une information qu'il faut traiter avec violence et mépris. Il ne faudrait Et pas, non, bien sûr, bien sûr. c'est une Bien sûr. information Oui, oui. que nous, collectivement, on doit prendre en compte pour nos réformes. Oui, oui, Et ça veut dire que ces gens ne sont pas satisfaits de l'usage de l'impôt et de son montant. bien sûr. Donc, il faut en tenir compte dans le Et débat vous en tenez public. beaucoup compte d'ailleurs dans ce livre, puisque vous parlez beaucoup du fait que justement des impôts plus faibles. Alors l'impôt est obligatoire, en tout cas tant qu'on se place. Enfin, les anarcho-capitalistes, évidemment, pensent qu'on pourrait se passer complètement de l'impôt. Mais évidemment, avec ce livre-là, on ne se place pas dans ce cadre-là. On se place dans le cadre où l'impôt est un mal nécessaire. Et donc, vous parlez beaucoup, oui, de cette. Alors, consentement à l'impôt est une contradiction dans les termes, puisque c'est imposé. D'ailleurs, vous signalez, je crois que vous avez des chiffres en 2016, 105 personnes ont fait de la prison ferme en France, et de mémoire 200 ou 322, oui, ont fait ont eu une peine de prison avec sursis. Donc c'est très concret, hein, c'est-à-dire l'impôt est collecté par les armes, on va dire, indirectement. Évidemment, nous ne sommes pas souvent confrontés aux fusils des gendarmes, mais en tout cas, si vous ne payez pas à un moment ou à un autre, évidemment, vous allez en prison. Et donc, vous parlez beaucoup du fait, évidemment, que le fait, on va parler plutôt d'acceptabilité de l'impôt, peut-être plutôt que de consentement à l'impôt, que cette acceptabilité de l'impôt est d'ailleurs assez forte. Vous parlez du fait que 80% des Français, je crois, une étude qui montre que 80% des Français trouvent normal de payer des impôts. Mais ils sont majoritaires aussi à trouver qu'ils en paient trop, etc. Enfin, et donc, vous montrez qu'il y a un lien très clair entre la faiblesse du montant réclamé et la fraude fiscale, par exemple. Ce qui est assez logique, hein, c'est plus les impôts ou les taxes sont faibles, moins les gens essaient de les contourner. Voilà. Oui, sous le François principe, Facchini. c'est le montant de l'impôt à payer et la probabilité d'être pris si on fraude.
va conduire à faire un arbitrage. Et donc, Ouais, on oui. comprend que si on ne paie pas d'impôts, on ne fraude pas. Si on en paie beaucoup et que la probabilité d'être pris, et ça rejoint la question de l'auditeur, est très faible, il y aura Ouais. une incitation à la fraude. Mais je voudrais revenir sur la question du consentement. Oui, je reprends la tradition française de Jean-Baptiste Say et de beaucoup d'autres qui disent c'est un mal nécessaire. Et je trouve que c'est une bonne expression parce que beaucoup de mes collègues peuvent dire vive l'impôt. En fait, on ne peut pas dire vive le prix. Personne ne veut payer un prix Mhm. cher. Oui. Donc dire vive l'impôt, c'est un peu dire vive je veux payer absolument. Bon. C'est un mal nécessaire. C'est pour ça qu'il faut être économe Mm. et qu'il faut, quand on lève l'impôt, être extrêmement rigoureux, extrêmement strict sur son usage parce que, comme on l'a rappelé, derrière, c'est un effort, c'est de la production, c'est des talents, c'est la vie des gens. Ouais, oui. Donc ça, c'est un élément important. Et le deuxième point, c'est la question du consentement. C'est une question très difficile, mais il faut quand même ajouter que nous sommes en démocratie et que peut-être qu'il n'y a pas forcément un consentement général de tous nos citoyens pour l'impôt, mais il y a un consentement à la démocratie. Et donc, c'est ce qu'on appelle une sorte de légitimité procédurale. On accepte la procédure de décision. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit écraser les minorités. Ça ne veut pas dire que tout est permis. Chacun d'entre nous, dans une démocratie, a des droits naturels, a des droits à garantir sa sphère privée. Oui, oui. Et c'est ça qui pourrait être dangereux dans tout ce qui est dérive d'impôts confiscatoires, c'est qu'on ne garantit plus un minimum à nos citoyens. On peut décider du jour au lendemain qu'on prend tout. Oui, bien sûr, Donc oui, oui. au-delà de tant de millions, je prends tout. Oui, oui. Et ça, c'est intentatoire à nos droits naturels. Oui, bien sûr. Et c'est contraire, en fait, à la démocratie libérale, qui, quand même, oui. inspire nos régimes et dont nous sommes fiers et que nous souhaitons protéger. Philippe Nemo parle de ça d'ailleurs, il dit quand il y a des discussions comme ça, comme il y en a eu récemment sur le fait d'aller taxer les riches et tout, c'est que finalement, comme l'État ou le législateur ou les députés, etc., se permettent de faire varier l'emplacement du curseur, c'est que finalement, ils se considèrent comme propriétaires du tout, hein, et que c'est à eux de décider voilà, comment on va. C'est là que c'est un petit peu normal. Je crois que c'est aussi un des avantages de l'impôt proportionnel, c'est que tous les citoyens paient le même pourcentage de leurs gains ou de leurs revenus. Et dès lors, voter une augmentation de ce pourcentage, ben, c'est le voter aussi pour soi-même, c'est souffrir autant. Même là, d'ailleurs, il peut y avoir une distorsion dans le fait que si on imagine dans un village où il y a 3 personnes, dont un milliardaire, les gens peuvent avoir intérêt à voter, les deux autres peuvent avoir intérêt à voter 75% d'impôts, disons, en disant qu'ils vont bénéficier de patinoires, d'aqualude, etc. Enfin, tout ce qu'on donne énormément de services comme ça. Donc, même là, il y a une distorsion éventuelle, disons, mais néanmoins qui est moins délirante qu'avec la situation française actuellement. Je ne sais plus quel est le pourcentage de Français qui ne paient pas l'impôt sur le revenu. C'est assez élevé, 50% ou quelque chose comme ça, des salariés Pas loin de à peu ça. près, ouais, pas loin, et je crois que 10% doivent payer pas loin de 90% de ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Donc c'est sûr que là, et vous mentionnez ça souvent dans votre livre, c'est qu'il y a un intérêt finalement à faire payer les autres qui est trop fort et qui bouleverse un petit peu la situation. Alors, il Oui, faut être prudent parce oui. qu'il n'y a pas de lien mécanique entre le niveau de revenu et le vote. Oui, oui, c'est vrai, oui, 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 bien Donc, sûr, oui, 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 pourquoi? oui, Parce oui. qu'en politique, il y a une dimension morale, Mhm. idéologique, il y a des valeurs. Mais vous parlez Et aussi du fait puis, que certains prétendent être favorables à une augmentation des impôts, etc., mais qu'à la première occasion, la fraude fiscale montre que ils ne le sont pas autant alors, il y a une très belle concrètement qu'ils le étude disent. Oui, oui c'est pour une étude. l'Argentine, Oui, oui. effectivement, que je cite dans le livre récente Oui. de collègues qui montre que tout le monde est favorable à une augmentation des taux ou à des impôts plus généreux. Mhm. Mais une fois que la réforme est engagée, le comportement réel, c'est que ceux qui peuvent éviter l'impôt l'évitent et ceux qui ne peuvent pas le supportent.
Oui, oui, Donc il y a une très grande dissonance entre ce que je dis et bien ce que sûr. je fais. Voilà. Voilà. Alors, un auditeur nous dit bonjour, les assurances sociales sont complètement assimilables à l'impôt. Alors, vous ne parlez pas d'ailleurs des cotisations sociales des patronales, qui représentent quand même une énorme part de la. Alors, vous considérez que c'est hors de la fiscalité? Pourtant, c'est complètement comme nous le dit notre auditeur, complètement assimilable à l'impôt, non, aujourd'hui? Alors c'est vrai que il faudrait faire un livre hein, sur Oui, les prélèvements sociaux et la dette sociale. J'en parle un petit peu dans le chapitre sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour traiter des charges qui pèsent sur le travail, oui, puisque oui. une des questions, c'est quel est l'effet de l'impôt sur le revenu sur l'offre de travail. Mais voilà, j'ai pas souhaité entrer dans le détail de ces prélèvements, D'accord. voilà. Enfin, mais de toute façon, Mais vous n'étudiez pas les 380, je crois, impôts et a fortiori les Mais 400 je comprends l'auditeur, c'est 70 un niches fiscales. élément très Ouais. important. Notamment, on parlait de dette. On le sait maintenant, la grosse partie de notre dette est une dette sociale. Oui, Nicolas Marquez évalue à 59% la partie des retraites, enfin la part que prennent les retraites dans nos déficits et dans le cumul de nos déficits dans la dette publique française. Hein, 59%, c'est énorme, donc c'est sûr que. Hmm. Mais enfin, comment dirais-je, néanmoins, ces cotisations portant sur le travail, elles sont assimilables à un impôt sur le revenu, finalement. Elles entrent dans Elles- les prélèvements obligatoires. Oui, Elles c'est sont ça, oui, d'ailleurs c'est un prélèvement. officiellement Oui, c'est classées ça. comme prélèvements obligatoires. Mais Et alors, dans certains pays, elles sont financées par l'impôt sur le revenu. Donc ce sont des substituts très proches. oui, c'est ça, oui, Ouais. ça pourrait tout à fait être. Alors, Alain Toulec, hors antenne, est un grand défenseur, m'a contacté hier, est un grand défenseur de la suppression de l'impôt sur le revenu. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Il avait écrit un texte en 2014 pour dire que 100 ans d'impôt sur le revenu, ça suffisait, il était temps d'y mettre fin. Il liste évidemment une quantité d'avantages qu'il y aurait. C'est un impôt qui effectivement est très inquisitorial. Il est obligé de regarder dans la poche des gens, etc. Enfin bon, voilà, énormément évidemment. Enfin, on s'en doute d'avantages. Euh, voilà, que dites-vous de ça? Est-ce que ça vous semble possible de. Alors, quand je dessine un peu les réformes possibles, je regarde ce que chaque impôt rapporte. Oui, oui, Et c'est vrai que contrairement à l'impôt sur la fortune immobilière ou à l'impôt sur les successions, ou même à l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des personnes physiques rapporte beaucoup. oui, Et donc là, il y a un problème de timing Hmm. oui, oui. entre la réforme du périmètre d'intervention du gouvernement, donc la baisse des dépenses, donc quelle vitesse est-ce qu'il y a une volonté pour le faire, et la réforme de l'impôt sur le revenu. Alors c'est vrai que je cite des auteurs, hein, dans les années 90 c'était assez populaire, autour notamment du professeur Martinez, qui Oui, était oui, député Jean-Claude Martinez, oui, européen oui, du Front National, je crois. c'est ça, oui. Oui. Et Et il a fiscaliste. écrit énormément sur ces questions. Il y a un professeur comme Pascal Salin qui a peut-être été Oui. présent sur cette émission, Oui, très voilà, souvent, bien sûr, oui, oui, que nous saluons, oui, oui. était plutôt Ah oui. défenseur de l'impôt sur la dépense, chose Alors, que je partage. Et oui. il avait aussi cette idée, il n'était pas très favorable, et il défendait comme moi, par réalisme finalement, un impôt à taux proportionnel, donc l'impôt dont on parlait tout à l'heure. J'ai l'impression que quand vous parlez d'impôt sur la dépense, vous parlez de TVA, disons, enfin, alors que Pascal Salin, me semble-t-il, parle d'un impôt sur le revenu dont seraient défalqués les investissements, l'épargne, etc., enfin, les dons. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, parce il se plaçait dans une tradition Mead, par exemple. Un économiste avait un peu défendu cette position. Moi, je parle de TVA. Oui, vous parlez de TVA. Et alors, Ouais. la TVA, je suis pas. Enfin, on a déjà eu cette discussion, François Facchini. Je suis pas tout à fait d'accord pour la mettre dans un impôt sur la dépense des particuliers, puisque
il est payé par l'entreprise. En tant que publicitaire, je sais que l'entreprise doit convaincre. Hein, si vous avez un produit qui vaut 100 et qu'avec les 20% de TVA, il vaut 120, bon, ben, c'est à vous de faire l'effort de convaincre le client de cracher, si j'ose dire, 120. Hein, et donc, et c'est très difficile. Ces 20 euros de plus rendent le travail de l'entreprise compliqué. Elle doit faire semblant, pas forcément semblant d'ailleurs, elle doit ajouter des innovations, elle doit montrer que le produit est très séduisant, elle doit, etc. Elle doit faire le pan, voilà, pour convaincre les gens de sortir les 120. Et donc, c'est ce qui me permet de penser que c'est un impôt qui est payé par les entreprises. C'est un impôt de production, non pas un impôt sur la production comme la taxe foncière ou les contributions, mais un impôt sur le produit, quoi. Un impôt sur le produit, donc une taxe de production. Erwan Keinec. Oui, c'est quelque chose que j'enseigne dans mes cours de comptabilité à l'université. Et Oui, alors, oui. la distinction que vous faites est intéressante, mais au sens purement comptable, c'est une charge pour les particuliers. Et donc, je comprends qu'on dise que c'est un impôt sur la consommation, disons sur la dépense des particuliers. Ce que vous dites est effectivement une incidence économique, mais cette incidence, en théorie, le client d'une entreprise, si cette entreprise est elle-même un client, peut récupérer la Oui, TVA qu'elle va payer. bien sûr. Et donc, en réalité, la TVA payée par les entreprises transforme ces entreprises en collecteurs gratuits d'impôts. C'est un intermédiaire fiscal qui fait circuler la TVA entre les divers maillons Chacun d'une payant chaîne quand même de la différence à production. chaque fois. Payant toujours Tout la à fait. différence entre ce qu'il achète et ce qu'il revend. Oui, oui, tout à fait. Oui, bien sûr, Mais oui, oui, oui. c'est un transfert, en réalité, qui pose un problème de trésorerie aux entreprises, qui n'est Oui, pas négligeable. bien sûr. Donc, ça n'est pas une charge comptable, donc je comprends tout à fait qu'on dise que c'est un impôt sur la consommation, ça me semble pédagogique tout de même de le dire comme ça. Ça ne veut pas dire que ce soit sans incidence, bien sûr, sur la gestion des entreprises, mais ça n'est pas une charge comptable. Au contraire, des impôts de production, qui eux sont des charges, c'est-à-dire c'est de l'argent perdu par les entreprises avant qu'elles aient réalisé 1 euro de chiffre d'affaires. Ce qui est, à mon avis, beaucoup plus toxique sur le plan de l'incitation économique. Voilà. Est-ce Mais que oui, oui, Fatima j'entends tout à fait la remarque. Je l'entends d'autant mieux que le destinataire de l'impôt, légal de l'impôt, n'est pas forcément celui qui paie l'impôt. Donc Oui. le destinataire légal, comme ça vient d'être appelé, c'est quand même le consommateur, ce qu'on doit répercuter et que l'entreprise collecte à chaque niveau de dépense. Oui, oui. Mais ensuite, et c'est un peu expliqué dans le livre, ensuite, chaque acteur va essayer d'éviter l'impôt, va essayer de le faire payer par l'autre. Oui, oui. Donc c'est vrai, je pense que les deux positions Se défendre. De toute façon, sont dans votre correctes. livre, c'est très clair. Vous parlez de TVA, disons, il n'y a pas de doute Ouais. là-dessus. C'est juste une question de savoir s'il faut Mais le c'est vrai que considérer. là, j'ai pris Oui. d'ailleurs, je prends la définition légale, enfin comment ça c'est défini. Oui, oui, d'accord. Et ensuite, l'économiste arrive et oui. dit, et c'est peut-être pas si simple, et on en revient à ce qu'on ne voit pas. Et ce Oui. qu'on ne voit pas, c'est ce qui est derrière la loi, c'est-à-dire comment les individus réagissent à la loi. Donc c'est vrai pour l'impôt, mais c'est vrai pour une réglementation, c'est vrai pour tout. Oui, oui. Le législateur a une idée derrière la tête, il veut nous faire quelque chose par la loi, par l'impôt, par la contrainte, et nous, pas tous, mais Oui. certains d'entre nous cherchent à faire autre chose, parce que c'est pas leur idée. Oui, oui. Et c'est ça l'idée de distorsion. C'est qu'il Oui, oui. faut engager des ressources pour s'ajuster à cette contrainte. Oui, Et oui. ces ressources, on ne les aurait pas dépensées si on n'avait pas été contraint. Voilà. Bien sûr. Et alors, on peut imaginer que s'additionne un impôt sur la dépense. Parce que vous dites, et c'est très intéressant d'ailleurs, vous parlez à un moment du fait que le fait d'avoir plusieurs bases fiscales permet aussi d'éviter l'évitement, si je veux dire. C'est-à-dire, si vous concentrez tout sur, je ne sais pas quoi, l'impôt sur les successions, c'est évident que les gens vont s'arranger et ne plus jamais faire hériter personne. Enfin voilà, si vous taxez à 100% les successions, donc vous avez plutôt intérêt à taxer diverses choses, peut-être pas avoir 380 impôts comme en France, mais en tout cas avoir 4-5 sources de taxation, précisément pour répartir sur la TVA, sur un impôt IRPP, l'IS, etc., de telle sorte que cet évitement soit moins possible en ayant des taux évidemment plus faibles
que si c'était sur une seule, si vous n'aviez qu'une seule base fiscale, une seule assiette fiscale. Et c'est peut-être une réponse qu'on peut apporter aussi à Alain Toulek sur cette question de la suppression de l'impôt sur le revenu, je ne sais pas, oui. Alors, c'est une réponse, mais ça correspond bien à ce qu'on a dit en début de discussion entre le blé et le maïs. Oui, C'est-à-dire, si je veux augmenter mes recettes, j'ai deux solutions. Augmenter le taux sur le blé, mhm, par exemple, qui est de 50 et de le mettre à 80. Donc là, on risque de faire fuir les consommateurs et de détruire la base fiscale. Et c'est à ça que sert en général un impôt incitatif. Erwan Keinec rappelait que l'impôt, c'est financer la dépense, redistribuer, mais les économistes souvent disent c'est inciter à faire quelque chose. Donc l'impôt sur le CO2, c'est un moyen de limiter l'empreinte carbone de chacun. Et tous les taxes environnementales servent à détruire la base fiscale. C'est-à-dire ce qu'on veut, c'est détruire oui. l'émission de CO2, détruire les gens. On veut que les gens fument plus. Détruire le travail. Alors, c'est pas une syntaxe puisqu'on considère pas que travailler est un péché, C'est un péché, oui, mais ça. c'est le même mécanisme. Oui. Sauf que donc là, ce que on veut, c'est taxer sans trop détruire la base. Oui. Et donc, il vaut mieux taxer au même taux le maïs et le blé que d'augmenter le Bien taux sûr, sur oui, le oui. blé. Alors c'est Donc, ça. plus on étend la base et plus on peut avoir des taux bas, moins c'est facile pour le consommateur d'éviter l'impôt. C'est-à-dire, il peut plus se dire, je vais manger du maïs. Bien sûr, oui, tout à fait, oui. Donc, et voilà, on a nos Alors, vous trois insistez beaucoup là-dessus. caractéristiques, Oui, oui. un bateau, une large assiette et une grande difficulté à éviter l'impôt. Oui, alors c'est pour vous insister beaucoup, et c'est très intéressant, sur cette idée de taux unique. C'est-à-dire, non seulement il faut baisser les taux, il faut élargir l'assiette, supprimer, ne pas avoir des niches fiscales partout, etc. Mais aussi avoir un taux unique. C'est très intéressant. Par exemple, sur la TVA. Parce que déjà, il y a aussi, déjà, ça rapporte beaucoup moins quand vous avez divers taux. Et puis, vous avez des gens qui, évidemment, essayent d'influer politiquement pour faire baisser le taux de leur catégorie professionnelle ou catégorie socio-professionnelle, etc. Ce coût politique est énorme. Et ça, c'est Oui. exactement un autre exemple du fait que faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais, ouais. C'est que chaque groupe n'a pas intérêt à engager des ressources pour influencer le gouvernement pour une réforme fiscale qui profiterait à tout le monde, Oui, oui. puisque ça serait un coût pour le groupe et Oui. ça bénéficierait à tout le monde. Donc ça créerait une incitation à ne pas s'engager collectivement. Donc chaque groupe va s'engager Oui. pour une mesure fiscale qui est sectorielle, donc qui est vraiment son avantage. D'où la multiplication des niches fiscales. Et Oui, d'où oui. le Les niches lobbying. fiscales, Oui, voilà. c'est ce Voilà. que on appelle ça des preneurs d'impôts. C'est-à-dire, on n'est pas simplement sous la contrainte du législateur, on fait l'impôt. Oui, oui, On tout est, à fait, oui. pardon, Oui, des oui, faiseurs oui. d'impôts. Des faiseurs d'impôts, oui, bien sûr, oui. Et, Oui. euh, Il y a, et il y a pour d'ailleurs, il revenir, existe d'ailleurs un anti-lobbying dont la définition, je suis désolé pour l'anglicisme, mais dont la définition est de faire un lobbying qui consiste à demander moins de lois, c'est-à-dire à retirer tous ces sparadraps sur des jambes de bois, etc. c'est ce Tous qu'on ces étages attend de des législation. Oui. partis politiques par opposition aux groupes d'intérêt. Et ce que vous appelez les lobbies. Oui, 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 oui. Les lobbies ils défendent un secteur. Ouais, oui. Normalement, on attendrait de nos partis qui défendent l'intérêt de Oui. tous les électeurs. C'est ça, oui. Alors, mais on constate que nos partis ont aussi une logique de clientèle. Ah oui. Et donc, parfois, la notion de parti politique et de groupe d'intérêt devient liée. Et ce n'est pas l'esprit de la concurrence politique. Mais pour revenir sur les taux uniques, c'est des études qui sont développées par l'OCDE. Ils calculent si vous avez un système de TVA qui a trop de taux multiples, trop d'exonérations. Ah oui. En fait, votre base fiscale vous permettrait d'atteindre un certain niveau de recettes et vous en atteignez que 50%. Et la France, en fait, si elle avait un taux unique sans exonération, sans taux multiples, elle pourrait avoir des niveaux de recettes beaucoup plus élevés. Avec un taux beaucoup plus bas, oui, c'est ça. Alors, j'ai oublié le chiffre, mais enfin, disons, et c'est étonnant, ouais. le modèle Ouais, qui m'anime, c'est la Nouvelle-Zélande et le Danemark. Ils ont un taux unique à 15%.
D'accord. Oui, oui. Alors, Et donc, le rendement là de l'impôt est beaucoup plus élevé. On en revient à notre réforme de structure. C'est-à-dire, si on faisait ça, c'est à peu près 21 milliards par point de taux pour le taux normal. Donc, oui. on augmenterait nos recettes, ça financerait nos dépenses et ça permettrait de réformer les impôts qui sont les plus coûteux, D'accord. les plus distorsifs. Un auditeur nous dit bonjour, le coût marginal est plus élevé pour certains impôts, mais le fait de dépenser beaucoup pour certains impôts ou certains contribuables assure le paiement par tous les assujettis. Alors, j'aurais aimé voir l'auditeur, parce que vite fait comme ça, je ne vois pas trop le sens de la question. D'accord. Bon. Mais peut-être que... Erwan Keinec, vous Ou- êtes à l'aise avec. Non, Oui, je vais la regarder de manière... D'accord, oui, oui, regardez-la, oui, non. D'accord. Bonjour, si on considère que François Bayrou avait raison en septembre 2025 lorsqu'il déclara que chaque heure écoulée correspondait à 12 millions d'euros supplémentaires d'augmentation de la dette totale française de 3 000 milliards d'euros, n'a-t-on pas déjà dépassé les 4 000 milliards ou dois-je réviser tous mes vieux cours de mathématiques, notamment sur les courbes exponentielles? Encore une nouvelle émission passionnante dont je vous remercie. Merci, cher auditeur, pour le compliment. Ça rejoint le périmètre de la comptabilité de la dette publique, qui est effectivement un sujet. Oui. Il y a des dettes implicites, il y a peut-être des dettes cachées. Effectivement, on pense aux provisions pour retraite ou des choses de ce type-là qui ne sont pas comptabilisées de manière très exacte. Mais c'est difficile de donner un chiffre catégorique. Non, mais c'est tout le livre de Nicolas Dufour qui a fait quand même beaucoup parler sur le fait que nos comptes publics sont mal présentés. Oui. D'accord. Je crois que pendant le temps de cette émission, la dette publique s'augmente, il y a 90 minutes, de 15 millions d'euros. Hein, Ah oui, c'est ça. Oui, c'est possible. Ça va très vite. Voilà, de toute façon, oui, même, enfin, je vous dis, là, on a fait 1000 milliards en 5 ans, c'était effarant. Voilà, Bref. Autre intervention d'un auditeur, le principal obstacle à l'innovation est le temps, la durée possible avec des ressources réduites et des investissements nécessaires. Ceci justifie bien que le temps, c'est de l'argent. Inversement, la nécessité d'aboutir au plus vite à un produit commercialisable génère une motivation forte du créateur. Si l'État voulait favoriser l'innovation, il n'attendrait pas de miracle de fonctionnaires gérés par des bureaucrates qui pondent des gosses plans de recherches orientées, mais il prendrait en charge les frais de brevet, par exemple. La plupart des sociétés innovantes sont de petites structures qui manquent de crédit propre, mais ce qui intéresse l'État, ce sont les grands groupes où les parasites peuvent pantoufler dans un climat très malsain de confusion entre public et privé, générant une corruption bien plus dommageable à la collectivité que l'évasion fiscale de plus en plus risquée avec les accords internationaux et la numérisation de l'économie. Ça renvoie à bien des choses. En tout cas, une distorsion fiscale entre grands groupes sans doute avantagés à certains égards, mais ça a aussi une justification économique. Ce que nous dit notre auditeur, c'est que nous manquons de capital à investir dans des projets risqués. Certes. C'est surtout de cela dont il s'agit. Et le capital, ça vient de l'épargne. Et évidemment, tout ce que l'impôt prend, tout ce que l'État prend sous forme d'impôt, ça n'est pas du capital qui s'investira dans des projets risqués. Là, il y a effectivement un problème économique dans notre pays, oui. Alain Toulec ajoute quelque chose d'ailleurs en argumentation de sa suppression de l'impôt sur le revenu, c'est que selon lui, ça favorise les petits, les commerçants, les indépendants, etc. vis-à-vis des grands groupes, cette simplification fiscale, que d'ailleurs vous parlez dans votre livre du coût que représente l'optimisation fiscale pour les grandes entreprises et pour les petites entreprises, c'est flagrant. Enfin, je veux dire, pour les grandes entreprises, ça représente 3 fois rien. Évidemment, si vous avez une entreprise de 40 000 personnes, vous vous offrez, je ne sais pas, quelques fiscalistes très compétents, etc. Et ça ne représente pas grand-chose. Et vous arrivez à maximiser, à optimiser vraiment voilà, votre... vous parvenez à l'optimisation fiscale maximale, ce qui n'est pas le cas, évidemment, du petit commerçant, du petit indépendant, etc. etc. Alors, sur ce point, je pense que nos éditeurs le savent mieux que les économistes, c'est que les petites entreprises, les entrepreneurs, les PME sont beaucoup plus impactés par les réglementations, les systèmes fiscaux complexes. Il suffit d'acheter le code des impôts et de voir le service général du gouvernement donne maintenant des statistiques sur le nombre de mots par code. Ah oui, oui. Et j'invite tout le monde à regarder puisqu'il y a une dynamique très forte du code des impôts. Plus 130%, mentionnez-vous, je crois, entre 2002 et 2024. Alors, ça fait plus que doubler. Que j'avais mis dans Plus le que livre. doubler, oui.
Le code de la santé, par exemple, Oui. a vraiment augmenté de façon considérable, le code de l'environnement, et tout ça, et on le voit avec le malaise agricole, tout ça, c'est un impôt en fait. Ce que Oui. disaient les économistes, c'est que la réglementation, c'est un impôt déguisé, puisqu'on va créer des surcharges pour les entreprises, et ça va être beaucoup plus coûteux pour les petites entreprises, mais ça va être une opportunité pour les grandes, j'ai des travaux en tête, pour les racheter. Oui, oui, oui. Donc, c'est vrai que c'est pas, ça crée des distorsions de concurrence. Je voulais juste dire pour la dette, il y a une approche que j'aime beaucoup parce que souvent on dit que la dette, c'est un moyen de stabiliser les marchés, que les entreprises peuvent acheter des titres publics sans risque et donc que ça permet aux capitalistes d'avoir des portefeuilles qui mettent un peu des produits à très gros risque et Oui, puis oui. sans risque et donc ça compense. Mais il y a une autre approche que je trouve qui est souvent oubliée, c'est ce qu'on appelle l'approche par les banques paresseuses, et ça rejoindrait ce que disait Erwan Keinec. Les banques paresseuses, une banque, bon, évidemment, ça collecte notre épargne, mais ça a aussi un travail de sélection des projets entrepreneuriaux. Bien sûr, oui. Et si la banque est une rentière du gouvernement, si en fait, en achetant des titres, elle peut avoir un niveau de bénéfice suffisant, eh bien, elle va un peu délaisser sa fonction de sélection des projets entrepreneuriaux et donc de sélection des risques. Ouais. Et donc, il y aura un impact sur l'innovation. Et donc, la dette publique, c'est un canal Oui, oui. qui conduit à soutenir qu'elle peut avoir des effets négatifs sur la croissance via Oui, oui. ces biais, ces distorsions dans la sélection des projets entrepreneuriaux. Pour rebondir sur ce que disait Erwan là, sur l'innovation, enfin, vous en parlez beaucoup. D'ailleurs, il y a un chapitre carrément qui, au-delà de l'effet l'affaire, étudie les effets de la fiscalité sur les entrepreneurs. Et vous êtes assez formel sur le fait que l'impôt sur l'héritage ou l'impôt sur la fortune ou la fortune immobilière sont vraiment des catastrophes économiques. Enfin, c'est de l'argent qui pourrait être épargné ou investi, disons, épargné donc investi par d'autres ou investi directement. Et ça, c'est un facteur d'appauvrissement monstrueux, en fait. Enfin, en tout cas, ce que vous en dites me paraît très très clair. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que 80% des Français sont contre l'impôt sur l'héritage. Et tous les socialistes qui en parlent ont toujours l'impression que c'est parce que les gens n'ont pas bien compris qu'ils n'étaient pas touchés par cet impôt sur l'héritage, qui effectivement, il y a une franchise, je ne sais plus combien, enfin, une centaine de milliers d'euros, etc. Enfin bref. Et donc, les socialistes disent oui, c'est bizarre que les gens soient contre, alors que. Mais en fait, les gens ont une position morale par rapport à ça. Ça les scandalise. Et les socialistes ou les fiscalistes socialistes, les Piketty, Zuckman et compagnie, ne supportent pas cette idée qu'on puisse avoir une position morale sur. Je pense que les Français ont très bien compris, ça renvoie à leur mentalité de petits paysans ataviques, que, et François Facquier le disait, la réglementation et l'impôt sont un droit de propriété de l'État sur l'individu. Et il y a une résistance française à cette idée. Alors il y a aussi une contradiction, il y a une appétence française pour l'impôt qui finance le service public et la solidarité, mais cette dissonance dans le débat public et dans l'attitude des Français, elle est permanente. C'est une relation d'amour-haine en réalité avec l'impôt. Quelque part, les Français aiment ce que l'impôt finance, ils aiment la dépense publique et ils n'aiment pas l'État. Ni l'impôt. Et ça vient de très très loin. Et donc je pense que cet impôt sur les successions cristallise ça et puis renvoie la valeur qu'attachent beaucoup de Français à la famille. Oui. Et donc à la transmission familiale. Oui, il y a une très jolie phrase que vous citez, qui est un des adages de l'ancien droit: droit sur les fruits sont impôt, droit sur les fonds sont pillage. Oui, enfin, alors c'est très juste, et effectivement, c'est l'avantage peut-être de l'impôt sur la consommation, ou de l'impôt sur le revenu, même de l'IS. Alors, ce sont des flux. L'IS, vous êtes aussi assez partisan de la suppression de l'impôt sur les sociétés. J'en avais discuté avec maître Jean-Philippe Delsol, qui m'avait convaincu. Alors, il y a cette idée, Pascal Salin dit, par exemple,
quand on taxe les vaches, ce ne sont pas les vaches qui paient des impôts, évidemment, c'est toujours soit le fermier, soit l'éleveur, soit le boucher, peu importe. Et dans le cadre de l'impôt sur les sociétés, il me disait oui, mais les sociétés parfois coûtent de l'argent. Parfois, il y a des faillites, il y a de frauduleuses, où il y a des... elles vont en justice pour telle ou telle affaire, etc. Donc ça ne lui semblait pas anormal, et je peux le suivre là-dessus, que les sociétés payent quand même de l'impôt. Très rapidement, puisque Alors, nous arrivons au terme de cette émission. En conclusion de ce Oui. chapitre, il y a plusieurs possibilités. Il y a continuer à baisser le taux. Oui, Et là, c'est vrai qu'on va se heurter à l'harmonisation qui s'est engagée autour d'un taux de 15%. Bon, on en est loin. Enfin, pas tellement loin grâce aux réformes Macron 2017. On peut donc continuer dans cette voie. J'ai découvert, maintenant je le sais, mais je ne le savais pas en publiant ce livre, qu'en Estonie, ils ont un impôt sur les sociétés différé. oui. Donc, ça peut être une piste. Mais Et vous en ça, parlez dans le livre? Oui, alors, je crois oui. pas. Ah, pardon. Oui, Mais... bon. Alors, j'ai lu ça ailleurs chez vous. Enfin, peu importe, oui. Ou alors, oui. je l'avais déjà lu et je le redécouvre, ça peut arriver. D'accord, oui. Euh, Et là, c'est un élément important pour rappeler l'importance de la concurrence fiscale. C'est-à-dire, si on avait vraiment harmonisé, l'Estonie n'aurait pas pu expérimenter une nouvelle norme qui apparaît dans les classements comme un indicateur de compétitivité fiscale. Donc, c'est un indicateur favorable pour ce pays et son économie. Et progressivement, c'est ça l'intérêt de la concurrence fiscale et de l'expérimentation, d'autres pays imitent, copient. Oui. Donc il y a La cette Pologne, je crois, possibilité. vous citez la Pologne Voilà. qui s'intéresse à cet impôt estonien. Voilà. Oui, d'accord. Et la troisième possibilité, c'est la suppression, notamment parce que vous l'avez rappelé en début d'émission, il y a cette étude qui m'a beaucoup frappé, c'est que 50% de l'IS aux États-Unis est payé par les salariés. Oui. Alors voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Une petite intervention quand même d'un auditeur qui nous dit ne pas confondre distorsion et discordance. Distorsion concerne le matériel, discordance concerne l'immatériel. Alors merci, cher auditeur, nous sommes toujours très friands des remarques de nos auditeurs sur notre expression. Voilà, donc je rappelle, cette émission, nous parlions du livre de François Facchini, Quelle fiscalité pour demain, autour du thème comment faire pour faire de la France un paradis fiscal, donc en présence de François Facchini et d'Erwan Keinec. Moi, je vous retrouve le 15 avril avec Patrick de Cazeneuve pour parler de la sécurité sociale, et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terranova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire. Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai ? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.